Et bien le bonjour, bienvenue sur l'actu du crypto convaincu pour notre première quotidienne, orchestrée par le rédacteur en chef Babar et votre serviteur au micro Adrien. C'est un plaisir de se rencontrer mutuellement sur YouTube. Sachez que nous avons un petit groupe d'une centaine de personnes qui s'échangent beaucoup d'insights sur, notamment sur la DeFi, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram. Nous, l'idée maintenant, c'est de distiller un peu d'informations quotidiennes ou au moins 4 à 5 fois par semaine suivant le flux de l'actu crypto. Donc rejoignez-nous sur Twitter, sur YouTube et ça nous fera plaisir de vous parler en direct sur Telegram, Babar, moi et puis toute la communauté qui grossit petit à petit. Petit point du jour donc sur les marchés crypto qui depuis quelques jours saignent très 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 fortement. Ce matin, ce mardi 14 juin 2022, heure nord-américaine, on semble avoir au moins sur les altes arrêté un peu le bain de sang. On voit qu'il y a eu on voit des petits rebonds de Cardano, Solana, qu'après avoir touché 25 $ ont remonté à 30 $. BTC qui cette nuit a touché un 20 800 pour remonter à 22 000 et puis pareil pour ETH qui a touché à 1080 de mémoire pour remonter à peu près à 1 200 $ ce matin au petit réveil. Les temps sont durs. Les temps sont durs, mais on continue à y croire. Les protocoles construisent, les gens sérieux sont toujours là. La techno n'a pas changé. Les prix ont certes bougé beaucoup en notre défaveur, mais la patience paiera. Et puis ce qu'il faut pour nous, c'est construire pour le prochain bull run. Alors, qu'est-ce qui s'est passé notamment ces derniers jours et ce qui a causé la panique? Eh ben, vous l'avez entendu sûrement, c'est ce problème de la liquidité de Celsius qui a causé une sorte de panique ou un bank run, on pourrait dire, où suite à des investigations de notamment de Nansen qui fait de la recherche de data sur la DeFi et sur la blockchain, a commencé à semer le trouble sur on va dire la twittosphère ou même la cryptosphère, puisqu'après plusieurs recherches, ils ont indiqué que ils avaient retrouvé seulement 1,5 milliard de dollars qui seraient propriétaires de Celsius, alors que Celsius aurait emprunté plus de 10 milliards en face, ou du moins en théorie aurait 10 milliards de dollars sur leur site web comme TVL, ce qui fait un gap légèrement inférieur entre 9 et 10, on va dire. Donc, qu'est-ce qui peut causer, pourquoi une telle différence entre ce qu'affiche le site de Celsius pour ses clients et puis ce qui apparaît sur la blockchain? Plusieurs hypothèses. Est-ce qu'ils se sont complètement plantés? Il y a des rumeurs qui disent qu'ils ont perdu des dizaines de milliers d'ETH. Est-ce qu'ils ont vendu les ETH pour aller faire des placements ou servir d'apporteur de liquidité sur les marchés traditionnels, donc on perd trace? Ça, malheureusement, personne ne le sait, mais malheureusement, vu le contexte économique ambiant, le contexte morose négatif, cela a causé une panique. Les utilisateurs de Celsius ont commencé à vouloir retirer leurs fonds, bien entendu, et de se protéger. Mais comme Celsius est un protocole centralisé, eh ben, ce qu'ils ont fait, les petits coquins, c'est de couper les retraits. Donc les gens se sont vus dans l'impossibilité de récupérer leurs fonds. C'est toujours le cas ce matin 14 juin 2022. Donc c'est une affaire à suivre parce que cela pourrait être un gros risque systémique, euh, encore un pour la cryptosphère. On note aussi dans la journée d'hier que Binance a également bloqué les retraits de BTC suite à en théorie, un problème de backlog dans leurs data. C'est résolu ce matin. Ce matin, j'ai regardé, on pouvait donc retirer du BTC de la plateforme, donc ça a duré moins de 24 heures. Tout va bien de ce côté-là. Le plus inquiétant, selon moi, ça reste la problématique de Celsius. Donc à suivre, je vous invite à suivre leur Twitter pour suivre l'actualité. Ethereum rentre dans une zone donc de survente, une première depuis novembre 2018. Puis c'est intéressant parce on remarque donc en novembre 2018 qu'il y a eu cette période
de survente sur le RSI, comme on est là, actuellement donc en weekly, derrière, alors ça a pas marqué forcément ça a marqué le bottom peut-être, mais il y a un rallye de 400. Donc ce serait intéressant parce qu'on rallye nous de 400 sur cette zone-là. Écoutez, on va prendre parce que ce serait quand même un x5. Donc un x5 à partir de 1 200, on serait quand même confortable pour la prochaine année. Donc bien entendu, le RSI peut, très bien continuer à creuser et chercher du pétrole pendant de longs mois, notamment si on a un risque sur, Celsius qui se déclenche. Mais disons que, écoutez, on a quand même retracé, 4 ans de momentum positif, sur Ethereum. Il y a 4 ans, il n'y avait pas la DeFi, il n'y avait pas autant d'adoption. Aujourd'hui, on est revenu sur des prix quand même de 2018. Donc le prix est équivalent à 2018, mais sauf qu'on a une adoption de l'écosystème d'Ethereum qui est peut-être x10, x50, x100 comparé à 2018. Petit rapport assez intéressant, notamment quand vous entendez les médias toujours dire que, la crypto, c'est, officiellement le nid, le cocon du terrorisme et du blanchiment d'argent. Donc vous avez CipherTrace qui est une compagnie, qui fait de la recherche sur la blockchain, qui a été rachetée en 2021 par Mastercard. Mastercard, on se rappelle qu'ils sont en train de rentrer les 2 pieds, dans la blockchain. Et ben, qu'est-ce que dit ce rapport? Ils ont également estimé que les activités illicites de la blockchain se situaient entre 0,10 et 0,15 de toute l'activité globale. On se rappelle sur le fiat, on est en général entre 2 et 5 de l'activité globale du fiat. Non seulement c'est des excellents chiffres, mais en plus de ça, ils sont en baisse. Ça a été divisé par 5 en l'espace d'un an entre 2020 et 2021. Ce qui conforte notre sentiment que c'est de la fausse information d'abord qui est véhiculée par les politiciens et les médias, et surtout ce qui vient appuyer la précédente analyse qui a été effectuée par Chainalysis, qui elle aussi avait rapporté à peu près un 0,15 de taux d'activité illicite. Donc voilà, vous avez au moins la data et les données pour contrecarrer les médisants sur la crypto. Qui est dans les eaux troubles? C'est peut-être notre ami, Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy. En effet, cet article qui est plutôt pas mal de CNBC, je vous invite à aller à le lire, qui fait état que lui c'est pas la première fois qu'il tente de faire des all-in dans des secteurs d'activité très à risque. Il l'avait fait en 1999 déjà avec MicroStrategy, où, ils avaient pu perdre jusqu'à 11 milliards de dollars quand même lors de la fameuse, bulle, .com, donc l'ère d'internet qui a explosé, puis après a connu son expansion. On voit ces derniers temps qu'il y a un lien qui est fait entre le monde de la crypto qui se construit et le monde de l'internet qui s'est construit entre 95 et 2000 avant d'éclater, puis d'avoir la massive adoption entre 2000 et 2010. Est-ce que la crypto suivra ce même trend-là, et cetera? Malgré ça, l'article montre que le MicroStrategy serait en perte latente de plus d'1 milliard de dollars actuellement, après avoir investi 4 milliards de dollars. Le groupe hold à peu près 130 000 bitcoins pour un prix, moyen de 31 000 dollars. Je vous arrondis les chiffres. Pourquoi, ce n'est pas forcément, heu, très important, cette notion de perte latente? C'est de la perte latente ou de la perte non réalisée. C'est qu'aux États-Unis, notamment les entreprises cotées sont obligées de déclarer, sur leurs états financiers, les données à la valeur de marché. Donc ils appellent ça la fair value. Donc que ce soit les actifs immobiliers ou les actifs financiers, dans les états comptables, ils ne mettent pas la valeur d'achat, ils vont mettre à jour avec la valeur marché. Donc c'est sûr qu'il y a toujours une comparaison qui est faite par rapport à quand ils l'ont acheté,
Et donc en face de ça, pour on va dire équilibrer les états financiers, et ben si le prix, marché est supérieur au coût initial, et ben ils auront une plus-value latente, et vice versa, si le prix de marché est inférieur au coût d'achat, ils auront une moins-value latente et c'est donc là, c'est de là que provient ce 1 milliard de dollars. Ce qui est différent, de l'appel de marge qui est potentiellement faisable, l'article indique, on se souvient il y a quelques mois qu'ils ont fait un emprunt, grâce au BTC qu'ils possèdent, donc ils ont collatéralisé du BTC pour, faire un emprunt de 205 millions de dollars. Heu, Aujourd'hui, il serait susceptible de se faire rappeler parce que on va dire que l'appel de marge aurait dû être fait à peu près aux alentours de 21 000 dollars. Mais on sait que MicroStrategy se veut rassurant auprès de ses investisseurs en disant que quoi qu'il arrive, si on venait à collatéraliser l'ensemble de nos bitcoins, la liquidation serait aux alentours de 3 500 dollars le BTC. Donc pour, monsieur Saylor, pas d'inquiétude pour le moment et il continue à être all-in dans ce secteur. Bien l'en a pris avec la dot-com qui est finalement a eu une massive adoption après l'an 2000, mais on espère que pour la crypto et pour lui, ça sera, le même succès. Rapidement, on voit que Oman, la petite région d'Oman, le petit pays, s'intéresse également, à la CBDC, donc avoir une monnaie, centrale, basée sur la blockchain. Rapidement, ils travaillent avec Ripple pour faire des tests, donc c'est à suivre. C'est un petit pays, qui n'a pas forcément un gros impact économique, mais on voit que de plus en plus, des régions, peut-être un peu mises à l'écart par l'Occident, s'interrogent et sont surtout beaucoup plus avancées dans la réflexion, des crypto-monnaies que notre bon vieux continent européen ou, le continent nord-américain. Heu, Encore un autre systémique possible pour la crypto, rapidement sur, Tron. Donc on sait que Tron a lancé son USDD Stablecoin. Hem, à noter que donc son USDD a perdu son peg hier à 0,97. La fondation Tron a immédiatement, injecté un 700 millions de dollars pour recollatéraliser, sa position. C'est différent que Luna et l'UST. L'USD fonctionne avec un collatéral en face, en stablecoin et en TRX et BTC. Donc forcément que la chute des marchés, cette collatéralisation a fondu comme neige au soleil. L'injection de 700 millions de dollars a fait du bien parce qu'il a repeg, mais attention, le Twitter, là, nous l'avait montré hier, en direct, ça peut aller très vite puisqu'à un moment donné, l'USD était seulement collatéralisé à seulement 92. Il y avait donc 700 millions de dollars d'USD qui avaient été émis pour seulement 670 millions de dollars de réserve. Donc attention, c'est pareil, c'est des protocoles qui vous promettent des 1000 avec des ratios des APY de 30. Sur Luna, c'était dangereux, il y a eu des pertes. Sur Tron, ça reste également très, très dangereux comme protocole. Après, les exchanges sud-coréens qui ont suspendu le le listing de Litecoin suite à l'anonymisation des transactions, Binance fait pareil. Donc, attention si vous procédez du Litecoin, Binance indique que si vous envoyez des transactions anonymes, il y a de fortes chances que ces fonds soient perdus. Donc, ils ne vont pas supporter la mise à jour de Litecoin qui avait mis le protocole Mimewimble, extension de bloc pour rendre anonyme les frais. C'est pareil sur Gate.io également, donc faites attention sur Litecoin, c'est en train de se faire un peu squeezer par les exchanges centralisés. Nos amis mineurs, eh oui, nos amis mineurs qui vont être au centre des débats cette année 2022, si nous connaissons le merge, en espérant que ce merge arrive 2022, ils ne sont plus profitables, notamment aux États-Unis suite à l'augmentation des prix de l'électricité et la baisse du prix de l'ETH. C'est une première depuis 2020. En effet, depuis que le prix Ethereum
à dropper en dessous de 1250. Les gens qui minent de l'Ethereum, notamment aux États-Unis, et dans certaines régions, donc en fait dans certains États, comme ici on voit, bah, écoutez, ne font plus d'argent. Il faudrait que le prix de l'Ethereum repasse au-dessus de 1400-1450 $ pour que ces mineurs, retrouvent du profit. L'article fait état également qu'il n'y a pas forcément qu'Ethereum à aller miner. Il y a Ergo, Ravencoin, Ethereum classique, Firo, pour ceux qui possèdent des Nvidia 3090. Donc, situation un peu tendue également pour les mineurs. Rajouté aux protocoles DeFi qui sont tendus sur Ethereum, c'est quand même un environnement très, très instable que nous connaissons. Une petite info intéressante sur cet article-là, qui montre que la dominance de Lido avec ses fameux ST-ETH sur, le stacking d'ETH 2.0 pourrait être un risque pour la décentralisation. Forcément, on a toujours dit que Ethereum a été très, très décentralisé en Proof of Work, ce qui est vrai au final. Maintenant avec le passage au stacking, on voit que sur ETH 2.0, Lido possède un tiers, du POS actuellement. On espère également que ça va écoutez, que ça va se décanter quand tout sera live. Il y a également Kraken, Coinbase et Binance qui utilisent un peu la même stratégie que Lido et qui sont aussi, des gros déposants au niveau ST-ETH. Il y a une petite donnée sur Dune Analytics qui est sympa à voir, qui récapitule en fait, un peu les datas qu'il y a actuellement sur, on va dire le protocole ETH 2.0. Donc c'est quand même quasiment 6 milliards de ETH qui sont locked et 30% des ETH en circulation qui sont stackés, sur ETH 2.0, ce qui est plutôt pas mal. Et là, je vais vous grossir l'écran, vous allez voir que les datas sont intéressantes sur la même mise de Lido, sur le protocole ETH 2.0, avec plus de 4 millions d'Ethereum stackés, avec 90% de la market share, ce qui est tout simplement, énorme au final. C'est vraiment, ça pourrait être un risque à terme, avoir une attaque potentielle. On parle toujours de la fameuse attaque 51. Lido se défend en disant qu'ils ont plusieurs validateurs, ce serait 21 validateurs de leur côté, mais c'est quelque chose où il faudra être vigilant et on espère qu'il y aura différents protocoles qui au fil des prochains mois vont venir proposer, de stacker également de l'Ethereum. On finit par le calendrier économique de la semaine. Date très importante, demain, mercredi 15 juin, on a la fameuse réunion FOMC avec la décision sur encore les taux d'intérêt. Très grosse déception la semaine dernière avec l'inflation qui était au-delà des prévisions. C'est pas la hausse qui était une surprise, c'était que la hausse est allée au-delà des prévisions. Donc on espère que demain, il n'y aura pas de mauvaise surprise, sinon ce sera un très mauvais signe pour les marchés. Si on est dans le consensus, ça devrait rester flat. Si on bat le consensus, eh bien, ce sera positif. Si on est vraiment plus mauvais que le consensus, on peut s'attendre encore à un drop, du Nasdaq SP 500 et donc, par effet ricochet, le marché de la crypto également. Donc restez vigilants, sur vos leviers, d'ici demain. J'espère que pour la première quotidienne, ça a été peut-être un petit peu plus long que prévu. Peut-être des petits bafouillements de ma part, mais écoutez, avec le temps, je pense qu'on arrivera à trouver un rythme. Rejoignez-nous sur le compte Twitter de Crypto Convaincu. Toute la team, vous attend pour s'amuser, rigoler, échanger des idées sur la crypto et la DeFi. Et puis moi, je vous dis, j'espère, à demain.